La pluie fouettait mon visage glacial, sans pitié. Je me tenais là, avenue Foch, au pied de cet immeuble haussmannien qui avait été ma prison dorée, ma vie. Le sac de voyage dérisoire me coupait la main, mais la douleur physique n'était rien comparée à ce déchirement à l'intérieur. Julien, mon mari, le mot sonnait si creux maintenant, venait de me jeter à la rue. Enceinte, seule. Il était 22 heures passées, je crois. Ou peut-être minuit. Les lumières de Paris, jadis si scintillantes, étaient maintenant floues, brouillées par mes larmes et le déluge. Le portier, d'habitude si chaleureux, avait baissé les yeux, l'air neutre, me tendant un parapluie noir, banal, comme une insulte finale. Comment en étais-je arrivé là? C'est une histoire un peu tordue, croyez-moi. Une histoire qui a commencé comme un conte de fées, mais qui s'est vite transformée en cauchemar, le genre où on se réveille en sueur, mais où on ne peut pas vraiment se réveiller. Il faut remonter un peu. Il y a 2 ans, ou peut-être un peu plus, quand j'ai rencontré Julien Lemaire. J'étais une jeune diplômée en histoire de l'art, un peu bohème, passionnée par les vieilles pierres et les tableaux oubliés. Lui, c'était le visionnaire, le titan de la tech. Il n'était pas né dans ce monde de richesse insolente, non. Il l'avait conquis à la force du poignet, avec une ambition féroce et une intelligence éclatante. Sa société, Lemaire Innovation, était l'enfant prodige de la bourse, spécialisé dans les algorithmes prédictifs. Pour le monde, c'était un génie. Pour moi, il était l'homme charmant, intense, qui m'avait emporté dans son tourbillon lors d'un vernissage. Il m'avait courtisé avec la même détermination qu'il mettait à acquérir une entreprise. Je ne sais pas si j'étais prédestiné à être avec lui, loin de là. Mais ça me semblait juste. Une sorte d'évidence, une folle passion. Notre vie, un tourbillon de galas de charité, de dîners exclusifs, de week-ends sur la Côte d'Azur à bord de son hélicoptère privé. Il adorait me montrer. « Voici ma Marie », disait-il, sa main posée avec possessivité dans le creux de mon dos. Mon coin de calme dans ce monde agité. Au début, je prenais ça pour de l'amour, pour de l'attention. Cette villa à Cap Ferrat, le penthouse à Paris avec sa vue incroyable sur les toits, c'était impressionnant, je ne vais pas mentir. C'était tellement différent de ma vie d'étudiante fauchée, passée à courir les musées. Mais cette érage dorée, elle restait une cage. Julien a commencé à modeler ma vie, subtilement d'abord. Il choisissait mes vêtements, me guidant gentiment loin de mon style artistique pour des tenues de créateurs qui reflétaient mieux notre image. Il filtrait mes amis, les jugeant sans ambition de bonne avion. Lentement, notre monde s'est rétréci jusqu'à ne contenir que lui. J'ai confondu son contrôle avec de l'affection, sa possessivité avec de la passion dévorante. J'étais jeune, je crois, naïve. Je voulais tellement que cette histoire soit la bonne, que je me suis raconté ce que je voulais entendre. Parfois, la nuit, quand le silence du penthouse devenait assourdissant, je repensais à ma maison d'enfance, à cette bibliothèque immense où l'odeur du papier et du vieux cuir me rassurait plus que n'importe quel luxe. Mon père disait toujours, les vraies richesses ne se mesurent pas à ce qu'on peut perdre, mais à ce qu'on ne peut pas t'enlever. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment. Je pensais qu'il parlait des livres, des connaissances. Maintenant, je sais qu'il parlait de l'intégrité, de la famille, de tout ce que Julien n'avait pas. Cette nuit-là, c'était le gala annuel de Lemaire Innovation. Julien devait recevoir un prix important, le titan de la technologie. Je savais combien ça comptait pour lui. C'était une validation, un sceau d'approbation doré de la part de cette vieille aristocratie qu'il désirait tant intégrer. J'avais tout planifié à la perfection. Après son discours, quand nous serions seuls dans la gloire de sa victoire, je lui annoncerai. J'ouvrirai la petite boîte en velours que je serrais contre moi depuis 6 semaines et je verrai ses yeux intenses s'illuminer d'une nouvelle sorte de joie. La joie de devenir père. J'avais acheté de minuscules chaussons de bébé, tricotés à la main, si doux, si incroyablement petits. Mon secret,
ma joie cachée. « Tu es prête, chérie? » La voix de Julien, aussi douce qu'un vieux whisky, a déchiré mes pensées. Il est sorti de notre dressing, impeccable dans son costume sur mesure. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, sa mâchoire carrée et ses yeux brillaient de cette flamme prédatrice qu'il avait toujours eue, celle d'un homme qui obtient toujours ce qu'il veut. Ou presque. J'ai souri cachant la boîte derrière mon dos. Je portais une robe de soie vert émeraude qu'il avait choisie. Elle était magnifique, mais je me sentais déguisé. Il s'est approché, son regard balayant ma silhouette, non pas avec la tendresse d'un mari, mais avec l'œil critique d'un réalisateur évaluant son actrice principale. « Bien, la voiture nous attend. N'oublie pas, Marie, ce soir les caméras seront partout. Souris, regarde-moi avec adoration et laisse-moi parler. Nous devons projeter puissance et unité, surtout avec la nouvelle levée de fonds à l'horizon. » Ce « nous » m'a piqué. Il ne parlait pas de nous, le couple. Il parlait de nous, la marque. Alors que je glissais la petite boîte dans ma pochette, un frisson de doute, froid et aigu, a transpercé mon excitation. Je m'étais dit que sa distance récente n'était due qu'au stress du gala, aux pressions de son travail. Il était toujours au travail, toujours à élaborer des stratégies. Mais ces derniers temps, cette distance était différente, plus froide. Il prenait des appels dans son bureau, la porte close, sa voix basse et tendue. Il rentrait de plus en plus tard, portant parfois cette odeur de parfum qui n'était pas la mienne. Quand je lui en avais parlé, il avait balayé l'idée d'un revers de main. Réseautage, chérie, c'est un sale boulot. J'ai repoussé ce doute. Un bébé changerait tout. Un bébé le ramènerait à la réalité, lui rappellerait ce qui était vraiment important. Cela transformerait notre maison soigneusement construite en un véritable foyer. Il le fallait. Au gala, les flashs étaient aveuglants. Julien était dans son élément, un roi tenant sa cour. Il a accepté le prix avec un discours à la fois charmant et arrogant, remerciant son équipe brillante et m'adressant un bref sourire étudié. Ma belle femme, mon pilier. Les applaudissements étaient assourdissants. J'ai souri jusqu'à ce que mes joues me fassent mal, jouant mon rôle à la perfection. Plus tard, alors que nous partions, une femme est sortie de l'ombre pour le féliciter. Elle était stupéfiante dans une robe rouge sang, son nom, Sophie Morrow. Je l'ai reconnue comme la fille d'un PDG de tech rival. Elle se déplaçait avec la confiance élégante d'une panthère. Ses yeux étaient fixés sur Julien avec une intensité troublante. Isabella Rossi, elle. J'ai repensé à son regard cette nuit-là. J'ai imaginé ce qu'elle voyait. Une femme en robe de soie, une ancre comme Julien m'appelait. Elle ne voyait pas la femme derrière, celle qui collectionnait les écharpes bohèmes et lisait des livres poussiéreux. Elle voyait une pièce de l'échiquier de Julien, une pièce qu'elle était prête à balayer. Pour elle, c'était juste un jeu, une question de pouvoir. Et je n'étais qu'un obstacle, invisible et insignifiant. Un discours incroyable, Julien, a murmuré Sophie, m'ignorant complètement. Tu bouscules cette ville. Mon père est impressionné. Sophie, a dit Julien, sa voix un ton plus chaleureuse qu'elle ne l'avait été avec moi de toute la soirée. Ton père est un dinosaure. Je suis la météorite. Sophie a ri, un son grave et rauque. Elle a touché son bras, ses ongles rouges contrastant vivement avec sa manchette blanche. Une météorite, c'est exactement ce dont cette ville a besoin. Nous devrions discuter bientôt. L'échange a duré quelques secondes, mais il a laissé un froid dans l'air. Dans la voiture sur le chemin du retour, le silence était pesant. Julien parcourait son téléphone, un petit sourire satisfait sur le visage. Le moment était passé. L'ambiance triomphante que j'avais attendue s'était évaporée. Mon secret pesait lourd dans ma pochette. « Tu as passé une bonne soirée ?» ai-je demandé, ma voix timide. « C'était un triomphe », a-t-il dit, sans lever les yeux de son téléphone. « La presse va être aux anges. Nos actions vont monter en flèche lundi. » Il n'a pas demandé si j'avais passé une bonne soirée. J'ai regardé par la fenêtre les lumières floues de la ville, les minuscules chaussons tricotés dans ma pochette,
sentant soudain que c'était un rêve insensé et enfantin. La cage dorée n'avait jamais été aussi froide. Les semaines qui ont suivi le gala ont été une descente lente et angoissante vers une nouvelle réalité. La chaleur qui avait existé entre Julien et moi, aussi faible soit-elle, avait disparu, remplacée par une froideur polie et stérile. Il était un fantôme dans notre penthouse, partant avant que je ne me réveille, rentrant longtemps après que je me sois retiré dans notre chambre silencieuse. Les excuses étaient toujours les mêmes. Réunion tardive, dîner d'investisseurs, session de codage qui ne pouvaient pas être interrompues. L'odeur du parfum de Sophie Moreau, un mélange entêtant et coûteux de jasmin et de quelque chose de musqué, est devenu un fantôme fréquent sur ses vestes de costume. Je la trouvais, quand je les emmenais au pressing, un nœud de glace se formant dans mon estomac à chaque fois. Quand j'essayais d'aborder le sujet, il déployait son arme la plus puissante, la manipulation. « Parfum? Chérie, tu deviens paranoïaque, » disait-il, d'un ton d'exaspération amusé. J'étais en réunion avec une douzaine de personnes. « Tu te sens bien? Peut-être que le stress te ronge. » Il me faisait sentir petite, irrationnelle. Il était Julien Lemaire, le visionnaire de la tech. J'étais juste la femme artiste silencieuse. Que savais-je de son monde? Ma grossesse, jadis source de joie secrète, est devenue source de terreur. Les nausées matinales étaient incessantes et j'étais constamment épuisé. Je voulais lui dire, partager ce fardeau, mais le bon moment ne venait jamais. Comment annoncer cette nouvelle qui bouleversait la vie à un homme qui me regardait à peine, qui me traitait comme un meuble dans sa vie parfaitement conçue? Qu'auriez-vous fait à ma place? Sincèrement, un mardi après-midi pluvieux, était-ce un mardi ou un mercredi? Les jours se confondaient tellement, j'ai trouvé la confirmation que je redoutais, un relevé de carte de crédit négligemment laissé sur son bureau en acajou. Glissé entre les factures de dîner à 5 000 € dans des restaurants étoilés et une location de week-end à Saint-Barth, il y avait un achat qui m'a glacé le sang. Une seule transaction de 25 000 € chez un joaillier de l'avenue Montaigne, Cartier. Ce n'était pas mon anniversaire. Ce n'était pas notre anniversaire de mariage. Avec des mains tremblantes, je me suis connecté à leur compte de réseau social partagé, celui que son équipe de Airp gérait. Mais j'avais le mot de paste, moi aussi. J'ai navigué jusqu'au profil de Sophie Moreau, et là, ça y était, une photo postée 2 jours auparavant. Sophie sur un yacht, le soleil couchant derrière elle. À son poignet, un bracelet scintillant incrusté de diamants, un bracelet Love de Cartier. La légende disait, certaines météorites apportent les plus beaux cadeaux pour de nouveaux départs. L'air a quitté mes poumons. Ce n'était pas juste de la paranoïa, c'était réel. L'homme que j'avais épousé, l'homme dont je portais l'enfant, tissait une vie complètement séparée, une vie dans laquelle je n'avais aucune part. Ça vous paraît fou, non? Ce soir-là, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre dans ce silence. Je devais le confronter. J'ai préparé son plat préféré, un gigot d'agneau rôti au romarin, espérant qu'un semblant de notre ancienne vie adoucirait le coup. J'ai dressé la table dans notre salle à manger formelle, celle que nous utilisions rarement, avec la belle vaisselle et les verres en cristal. Julien est rentré juste avant 22 heures. Il est entré dans la salle à manger, desserrant sa cravate, l'air agacé. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-il demandé, désignant l'arrangement élaboré. « Je t'ai dit que je dînais avec le conseil ce soir. »« Tu n'as pas... » ai-je répondu, ma voix tremblant légèrement. « Tu ne m'as pas parlé de toute la journée, Julien. » Il a soupiré, un son long et impatient. « Marie, je n'ai pas le temps pour ces jeux. Mes journées sont minutées. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je me souvienne de te prévenir pour le dîner. » La cruauté désinvolte de ces mots a brisé quelque chose en moi. Ce n'est pas un jeu, c'est notre mariage. J'ai trouvé le relevé de carte de crédit. Julien, le bracelet pour Sophie. Il n'a même pas eu la décence d'avoir l'air coupable. Il m'a simplement regardé, ses yeux froids et calculateurs. Il a bu une gorgée d'eau,
posant le verre avec un petit claquement délibéré. Sophie est un atout commercial, a-t-il déclaré, comme s'il expliquait un algorithme complexe à un enfant. Son père, Laurent Moreau, est un gardien dans cette industrie. Une alliance avec lui, via sa fille, assure la prochaine étape de la croissance de mon entreprise. C'est un mouvement stratégique. Un mouvement stratégique? Ai-je répété, ma voix montant d'incrédulité. Tu as acheté à une autre femme un bracelet à 25 000 euros. Et tu appelles ça un mouvement stratégique? Tu t'entends? Je t'entends être émotive et naïve, a-t-il rétorqué, sa voix devenant acérée. C'est le monde dans lequel j'évolue. Un monde que tu n'as jamais eu à comprendre grâce à moi. Je te donne cette vie, cet appartement, les vêtements que tu portes. Le moins que tu puisses faire est de ne pas remettre en question mes méthodes. Je suis ta femme, ai-je crié, les mots déchirant ma gorge. Pas une employée, pas une ligne dans ton plan d'affaires. Et quelle contribution apportes-tu? A-t-il ricané, le masque de civilité tombant enfin pour révéler le mépris dégoûtant qu'il y avait en dessous. Tu peins tes petites toiles que personne ne voit et tu assistes à des déjeuners avec d'autres femmes de riches qui s'ennuient. Ne me fais pas la leçon sur la valeur, Marie. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour construire ce que j'ai. Chaque mot était un coup physique. Il me voyait comme un parasite, un objet décoratif qu'il avait acquis. L'amour que je pensais qu'ils avaient n'était qu'une transaction dont je n'avais pas compris les termes. Le combat a quitté mon corps, remplacé par une douleur sourde et vide. J'ai sombré dans une chaise, ma main allant instinctivement à mon ventre, à la petite vie secrète que je protégeais. Je devais lui dire maintenant. C'était la dernière carte que j'avais à jouer. Peut-être, juste peut-être, la réalité de devenir père le ramènerait à l'homme que je croyais avoir épousé. Julien, ai-je commencé, ma voix à peine un murmure. Il y a autre chose, quelque chose que tu dois savoir. Je n'imagine pas quoi, a-t-il dit, se tournant pour quitter la pièce, Magison. J'ai un vol tôt pour Genève demain matin avec Sophie. Nous rencontrons des banquiers suisses. Je suis enceinte, ai-je dit, les mots tombant dans le vaste espace froid entre nous. Il s'est arrêté un instant. Il était parfaitement immobile, dos à moi. J'ai retenu ma respiration, priant. J'ai vu ses épaules se tendre, puis il s'est lentement retourné, mais l'expression sur son visage n'était pas le choc, ni la joie, ni même l'inquiétude. C'était une fureur pure et non déguisée. Le silence dans la pièce était absolu, brisé seulement par le son de la pluie, qui commençait à s'abattre contre les fenêtres panoramiques. Attendez, je dois faire une pause ici. Toute cette histoire, cette vie avec Julien, c'était vraiment absurde. Je veux dire, quand on y pense, un homme d'affaires soi-disant génial, qui réduit l'amour à une transaction et une grossesse à un problème. Dans ma famille, on aurait dit que c'était le monde à l'envers. Mais le problème, c'est que c'était réel, une réalité brutale. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu être si aveugle. J'avais des alarmes, des petites voix qui me disaient de faire attention, mon père en particulier, mais je l'ai ignoré. J'ai cru à la façade, au brillant. C'était trop beau pour être vrai, et pourtant, je l'ai cru. Enfin, revenons à la suite. Le visage de Julien, un masque de fureur froide, était terrifiant. L'amour que j'avais autrefois vu dans ses yeux avait été remplacé par quelque chose de froidement transactionnel, comme s'il analysait une offre d'acquisition hostile. Enceinte, a-t-il répété le mot, dégoulinant de venin. Il a lentement marché vers la table, ses mouvements délibérés, prédateurs. Tu me dis ça maintenant. J'attendais le bon moment. Ai-je bégayé, reculant dans ma chaise. Le bon moment. Il a laissé échapper un rire court et brutal. Tu veux dire le moment le plus manipulateur? Au moment où tu sens que je m'éloigne, tu déploies le plus vieux tour du livre. Un bébé, une laisse, une encre pathétique et désespérée pour empêcher ta poule aux œufs d'or de partir. Les larmes ont monté dans mes yeux. Non, Julien, ce n'est pas comme ça.
C'est notre bébé. Je pensais que tu serais heureux. Heureux? Il s'est penché en avant, posant ses mains à plat sur la table en acajou poli, sa voix tombant à un murmure menaçant. Laisse-moi être parfaitement clair, Marie. Un bébé ne rentre pas dans mon plan sur 5 ans. Il ne rentre pas dans l'image que nous construisons. Un bébé est une complication, une distraction dont je n'ai ni besoin ni envie. Ces mots étaient comme des éclats de glace dans mon cœur. Ce n'était pas seulement un rejet, c'était une éradication. Il effaçait notre avenir, notre enfant, comme si c'était une ligne de code mal écrite. Comment? Comment peux-tu dire ça? Ai-je sangloté, ma main protégeant instinctivement mon abdomen. Julien s'est redressé, ses yeux balayant ma silhouette avec un dédain total. Une nouvelle pensée horrible a semblé lui venir, un sourire cruel tordant ses lèvres. En fait, a-t-il dit lentement, le timing est un peu trop pratique, n'est-ce pas? Ma distance, comme tu l'appelles, dure depuis des mois. Comment puis-je même être sûr que c'est le mien? L'accusation a plané dans l'air, si ignoble, si monstrueuse que j'ai senti le monde basculer sur son axe. Je l'ai regardé, sans voix. L'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais construit une vie, m'accusait d'infidélité pour renier son propre enfant. C'était la trahison ultime, un couteau tordu dans une plaie qu'il avait déjà créée. « Sors », a-t-il dit, sa voix plate et dépourvue de toute émotion. « Quoi » ai-je murmuré, incapable de traiter les mots. « Tu m'as entendu. Sors, fais un sac, je te veux parti maintenant. » Julien, non. Il pleut à verse, je n'ai nulle part où aller. Je suis enceinte de ton enfant. Ai-je plaidé, me levant, mes jambes tremblantes. Ce n'est plus mon problème, a-t-il dit, me tournant le dos et sortant son téléphone. Il a commencé à taper sur l'écran. Le portier aura des instructions pour ne pas te laisser rentrer. Les serrures seront changées au matin. Les fonds de notre compte joint seront gelés. Tu n'es plus Marie Lemaire. Tu es un problème que je suis en train de résoudre. Il démantelait ma vie en quelques tapes sur un écran. La panique primitive et hurlante m'a saisi. J'ai couru dans notre chambre, ouvrant les tiroirs. Mon esprit un brouillard chaotique. Qu'est-ce que je devais prendre? Mon passeport, quelques objets sentimentaux. Toute ma vie dans cet appartement me semblait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai attrapé un petit sac de sport et y ai jeté quelques vêtements, mes mains tremblant si violemment que je pouvais à peine fermer la fermeture éclair. J'ai vu la petite boîte en velours avec les chaussons de bébé posés sur ma table de chevet. Avec une nouvelle vague de larmes, je l'ai fourré au fond du sac. Quand je suis sorti, Julien se tenait près de la porte, la tenant ouverte, une expression d'impatience profonde sur son visage. Près de l'ascenseur, un agent de sécurité stoïque de son équipe personnelle, un homme nommé Marcus, attendait. Il n'a pas voulu croiser mon regard. « Julien, s'il te plaît, ai-je supplié une dernière fois, ma voix se brisant. « Ne fais pas ça. » Il n'a pas répondu. Il a simplement fait un geste pour que je parte, son expression aussi implacable qu'une falaise de granit. Alors que je passais devant lui, il a prononcé une dernière phrase cinglante. « Tu aurais dû connaître ta place, Marie. Tu étais un bel accessoire, rien de plus. » Les portes de l'ascenseur se sont refermées, me coupant de la vie que je connaissais. Marcus m'a escorté jusqu'au hall dans un silence suffocant. Le portier, qui me saluait d'habitude avec un sourire chaleureux, regardait maintenant le sol, image de la neutralité professionnelle. Il m'a tendu un simple parapluie noir, un dernier geste insultant de rupture. Les lourdes portes vitrées se sont ouvertes et une rafale de vent et de pluie m'a frappé avec une force physique. Les lumières de la ville, jadis symbole de ma vie de conte de fées, étaient maintenant une aquarelle floue et moqueuse. Je me tenais là sur le trottoir de l'avenue Foch, enceinte, abandonnée, avec un petit sac de sport et un parapluie bon marché pour seule possession. Le bruit d'une voiture s'arrêtant au bord du trottoir a attiré mon attention. C'était la voiture de ville de Julien, mais ce n'était pas pour moi. La porte arrière s'est ouverte
et Sophie Moreau en est sortie, protégée par le parapluie bien plus grand du portier. Elle m'a lancé un bref sourire triomphant avant de disparaître dans l'immeuble, dans la vie qui était autrefois la mienne. J'ai juste attendu là, figé, alors que la pluie s'infiltrait dans mes chaussures trop fines. Je n'avais pas d'argent, pas de téléphone. Julien avait insisté pour un forfait partagé lié à son compte, qui était sûrement déjà déconnecté, et personne à appeler. Mes amis de fac, ils avaient été systématiquement écartés de ma vie par lui. J'étais absolument, terriblement seul. J'ai commencé à marcher sans destination précise, juste un besoin désespéré de mettre de la distance entre moi et la tour scintillante où ma vie venait d'être détruite. La pluie se mêlait à mes larmes, mon corps secoué de sanglots. Au cœur de l'une des villes les plus riches du monde, j'étais démuni, invisible, un fantôme hantant les rues que j'appelais autrefois ma maison. Le chaos était indescriptible. Ma robe de soie émeraude, maintenant lourde et froide, collait à ma peau. Chaque pas était un effort. Mes pieds me faisaient un mal de chien, ces chaussures à la mode, mais impraticables, que Julien m'avait achetées étaient devenus des instruments de torture. L'adrénaline et le choc commençaient à laisser place à une fatigue profonde, une lassitude qui pénétrait mes os. Je me suis retrouvé dans un quartier moins clinquant de Paris, les façades de verre scintillantes de la Défense, ayant cédé la place aux immeubles de pierre et de briques d'un quartier plus discret. Je me suis finalement effondré sur un banc humide dans un petit parc désert, me blottissant sous la maigre protection d'un grand chêne. La réalité de ma situation m'est tombée dessus avec le poids d'un coup physique. J'étais enceinte. Je n'avais pas d'argent, pas de foyer. L'homme que j'avais juré d'aimer et de chérir non seulement m'avait jeté, mais m'avait aussi traité de menteuse et mon enfant à naître d'illégitime. Une vague de nausées aiguës et acides m'a envahi, les nausées matinales familières, maintenant amplifiées par le stress et le désespoir. Vers qui pouvais-je me tourner? Mes amis de fac? Je ne leur avais pas parlé depuis plus d'1 an. Que pouvais-je leur dire? Salut, vous vous souvenez de moi? Mon mari millionnaire vient de me jeter et j'ai besoin d'un endroit où dormir. La honte était paralysante. Puis un souvenir a refait surface, faible et lointain. Le souvenir d'une vie différente. Une vie plus calme avant le faste et le glamour de Julien Lemaire. Une vie dans une grande maison remplie de livres dans la campagne normande, avec un père qui parlait peu mais voyait tout. Pierre Dubois. J'avais toujours gardé ma vie de famille intensément privée. Mon père n'était pas un homme tapageur. Il ne faisait pas la une des magazines et ne donnait pas d'interviews grandiloquentes. C'était de l'argent ancien et si profondément enraciné qu'il était devenu invisible pour le monde bruyant des nouveaux titans de la finance comme Julien. Pierre dirigeait le groupe Dubois, un conglomérat privé mondial de logistique et de matériaux. Julien, dans son arrogance, avait entendu le nom et l'avait rejeté. Logistique, des trucs d'un autre temps, ennuyeux. L'avenir est dans les données, avait-il raillé une fois après un bref dîner formel avec mon père. Julien avait vu un gentilhomme âgé en costume de tweed et l'avait grossièrement, fatalement sous-estimé. Mon père et moi étions proches, mais il n'avait jamais approuvé Julien. Il avait été poli impeccablement, mais j'avais vu la réserve dans ses yeux. Un homme qui construit des choses durables n'a pas besoin de crier partout, Marie, m'avait-il dit une fois, sa douce façon de me mettre en garde. Aveuglé par l'amour, j'avais balayé cela comme une prudence générationnelle. Je n'avais jamais rien demandé à mon père. Je voulais construire ma propre vie, ne pas être défini par le nom Dubois. Mais maintenant, je n'avais plus rien. Ravalant ma fierté, ce qui était comme avaler du verre brisé, je savais qu'il était mon seul espoir. J'ai fouillé dans mon sac, ma main tremblant toujours. Julien avait coupé mon téléphone, mais la petite cabine téléphonique abîmée au coin du parc ressemblait à une relique d'une autre époque. Un miracle. Je n'avais pas de pièces. Un sanglot de frustration a échappé à mes lèvres. « Madame, ça va? »
Une jeune femme étudiante à en juger par son visage aimable et son grand sweatshirt de la Sorbonne me tendait une tasse de papier fumante. Vous avez l'air de passer une très mauvaise soirée. C'est du thé chaud. J'ai levé les yeux, mon visage strié de pluie et de larmes. Ce simple acte de gentillesse d'une inconnue était si bouleversant que je pouvais à peine parler. Merci, ai-je étouffé. J'ai besoin de faire un appel téléphonique. C'est une urgence. Je n'ai pas de monnaie. L'étudiante n'a pas hésité. Elle a fouillé dans sa poche et a sorti une poignée de pièces. Tenez, prenez tout. J'espère que ça ira mieux. Elle m'a adressé un petit sourire encourageant et s'est hâtée de poursuivre son chemin. Avec des doigts tremblants, j'ai laissé tomber les pièces dans la fente et j'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. Le numéro du bureau privé de mon père, une ligne qui contournait les secrétaires et les assistants, une ligne à laquelle il répondait toujours. Ça a sonné 2 fois. Pierre Dubois. Sa voix était exactement comme je m'en souvenais, calme, posée, un rocher dans la tempête de ma vie. Papa. Le mot est sorti comme un murmure brisé et désespéré. Le changement dans sa voix a été immédiat. L'homme d'affaires calme avait disparu, remplacé instantanément par un père qui entendait la terreur dans la voix de son enfant. « Marie, qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? » « Je suis à Paris, ai-je sangloté, l'histoire s'échappant en un torrent de mots incohérents et douloureux. Julien, le gars-là, il y a une autre femme. Il m'a jeté dehors. Papa, je suis enceinte. Il a dit que ce n'était pas le sien. Il m'a mise à la porte sous la pluie. Je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. Il y a eu un moment de silence profond et lourd à l'autre bout du fil. Ce n'était pas un silence de choc ou de confusion. C'était le silence d'une grande machine qui démarre, d'une pression immense s'accumulant derrière un barrage. Quand il a repris la parole, sa voix était étrangement calme, mais empreinte d'un noyau d'acier que je n'avais pas entendu depuis le décès de ma mère. « Marie, écoute-moi très attentivement. Arrête de parler, respire juste. J'ai besoin que tu me dises exactement où tu es. Un coin de rue, un repère, n'importe quoi. » J'ai regardé autour de moi, ma vision brouillée. Je suis dans un petit parc. Je crois que le panneau de rue indique la rue de la Huchette, dans le quartier latin. Rue de la Huchette, bien. Ne bouge pas de cet endroit, tu comprends? Ne parle à personne, ne va nulle part. Une voiture sera là, elle sera là, dans 15 minutes. Le chauffeur s'appelle Charles. Tu le connais depuis ton enfance? Il te conduira à la résidence parisienne. Je pars maintenant. Je t'y rejoindrai. Papa, ai-je commencé, nous parlerons quand je te verrai, Marie. A-t-il dit, sa voix ferme mais douce. Pour l'instant, tu es ma seule priorité. De l'aide est en route, tiens bon. La ligne est devenue silencieuse. J'ai appuyé ma tête contre le métal froid et humide de la cabine téléphonique, le combiné toujours serré dans ma main. Pour la première fois depuis cette mois, une minuscule, fragile lueur d'espoir s'est allumée dans l'obscurité froide de mon cœur. La tempête faisait toujours rage autour de moi, mais je n'étais plus seul. Un abri arrivait. Ce que je ne réalisais pas, c'est que mon père ne venait pas seulement me sauver de la tempête. Il était sur le point de devenir un ouragan. La scène avec mon père et ce qu'il a fait, ce n'est pas à moi de le raconter dans les détails. Je sais juste que le monde de Julien s'est effondré. En quelques heures, tout ce qu'il avait bâti n'était plus que poussière. J'ai appris plus tard, par bribes, ce qu'il s'était passé, une sorte de rumeur qui courait à la bourse. Mon père, ce gentilhomme discret, avait simplement tiré quelques ficelles. Julien Lemaire s'est réveillé le lendemain matin en se sentant invincible. Marie était partie, un inconvénient mineur rapidement réglé. Sophie avait passé la nuit, un symbole chaleureux et complaisant de sa nouvelle vie améliorée. Il se sentait puissant, libre, prêt à conquérir sa réunion avec les banquiers suisses à Genève. Il est entré dans son bureau au 7e étage, avenue Foch. La ville s'étendait sous lui à prendre. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu à 9h31, 1 minute après l'ouverture de la bourse.
Son directeur financier, un homme perpétuellement nerveux nommé Guillaume, a fait irruption dans son bureau sans frapper, le visage livide. « Julien, vous devez voir ça. » A bégayé Guillaume, montrant l'écran géant au mur affichant leur cours boursier. Le symbole LE était accompagné d'une brutale flèche rouge pointant vers le bas. Il avait ouvert en baisse de 20% dans la première minute de cotation. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? » a rugi Julien. « Il y a un mauvais communiqué de presse dont je ne suis pas au courant? » Non, rien. C'est une vente massive, une vente énorme. Ça a l'air coordonné. Quelqu'un nous short jusqu'à l'oubli. Avant que Julien ne puisse digérer cela, son téléphone a sonné. C'était le chef de leur principal fournisseur en Asie. « Monsieur le maire, » a dit l'homme, sa voix tendue, « nous avons un problème, un gros problème. Toutes nos cargaisons pour vous, toutes, ont été signalées pour une inspection douanière de niveau 5. Les conteneurs sont scellés. On me dit que cela pourrait prendre des semaines, peut-être des mois. » Le sang de Julien s'est glacé. C'est impossible. Nous avons un statut prioritaire. Plus maintenant, apparemment. Et notre fournisseur de matières premières vient d'annuler notre contrat. Ils ont invoqué un cas de force majeure. Ça n'a aucun sens. Alors qu'il raccrochait, une alerte est apparue sur son écran. C'était un article du Wall Street Journal, ou plutôt de la Bourse. Le titre disait « Des fissures dans l'Empire Le Maire ». Des sources citent un leadership erratique et remettent en question la stabilité du PDG. L'article était un chef-d'œuvre de destruction de réputation, citant des initiés anonymes qui s'inquiétaient du tempérament volatile de Julien et de ses décisions personnelles imprudentes, suggérant que l'entreprise était un château de cartes bâti sur l'ego d'un seul homme. Le téléphone de son entreprise a commencé à sonner sans cesse. Le centre de données en Irlande résiliait leur contrat avec effet immédiat. Leur plus grand partenaire logistique venait de déclarer faillite, gelant tout leur inventaire dans un trou noir juridique. C'était une cascade, une avalanche de défaillances catastrophiques, toutes se produisant en même temps. Ce n'était pas aléatoire. C'était une démolition. À 11h, l'appel qu'il redoutait est arrivé. C'était Mark Thiers de la banque. La voix de Mark était froide, formelle. Conformément à la section 11 de votre accord de crédit, nous exigeons le remboursement de vos prêts en cours avec effet immédiat. Nous avons des raisons de croire que vous représentez un risque inacceptable pour la banque. « Risque inacceptable ?» a hurlé Julien au téléphone. « Vous m'avez supplié de prendre cet argent il y a 1 an. Nous sommes votre investissement technologique phare. Les circonstances ont changé. Vous avez 24 heures pour présenter un plan de remboursement ou nous entamons des procédures de saisie d'actifs. » La ligne est devenue silencieuse. Julien a fixé le téléphone dans sa main. Il était ruiné. Totalement, complètement ruiné. En l'espace de 3 heures, son empire d'1 milliard de dollars avait été réduit en cendres. Il a trébuché en s'éloignant de son bureau, son esprit en effervescence. Qui pouvait faire ça? Qui avait ce genre de pouvoir? Les Russes, les Chinois, un rival corporatif? Il a pensé à Laurent Moreau, le père de Sophie. Était-ce une sorte de jeu de pouvoir pour forcer une fusion? Il a appelé Sophie, sa voix frénétique. « Sophie, c'est moi. Mon entreprise. Elle s'effondre. Est-ce ton père? Est-ce une sorte de jeu tordu pour forcer une fusion? » La voix de Sophie à l'autre bout n'était plus chaleureuse et séductrice. Elle était plate et désinvolte. « Mon père, Julien, ne sois pas ridicule. Il ne perdrait pas son temps avec une entreprise aussi surendettée que la tienne. Nous avons vu vos états financiers ce matin. Vous êtes un navire qui coule. » « Nous, Sophie, de quoi parles-tu? Tu étais dans mon lit la nuit dernière. »« C'était du business, Julien, » a-t-elle dit froidement. « Et tu n'es plus bon pour le business. J'ai un déjeuner. Au revoir. » Il était seul. Tout le monde l'abandonnait. Il faisait les 100 pas dans son bureau comme un animal en cage. La vue de la ville était maintenant un témoignage moqueur de sa chute. Il s'est creusé la tête, essayant de trouver la source, l'épicentre de sa destruction. Qui avait-il défié? Qui avait-il mis en colère?
Et puis un souvenir a refait surface. Un dîner tranquille. Un homme en costume de tweed, le père de Marie, Pierre Dubois, le gars de la logistique ennuyeux. Il s'est souvenu du regard dans les yeux du vieil homme, une intelligence calme et analytique qu'il avait prise pour de la faiblesse. Il s'est souvenu que Marie avait mentionné en passant que l'entreprise de son père déplaçait des choses. Il n'avait jamais pris la peine d'en demander plus. Il n'avait même jamais pris la peine de chercher le nom de l'homme correctement sur Google. Avec un sentiment d'horreur naissante, Julien a trébuché vers son ordinateur et a tapé Pierre Dubois, groupe Dubois, dans la barre de recherche. Les résultats étaient rares. Pas de profil brillant, pas d'interview, juste des rapports financiers denses et secs, des mentions dans d'obscures revues de transport maritime et des listes sur les conseils d'administration de consortiums mondiaux qui contrôlaient tout, des droits miniers des fonds marins aux communications par satellite. Il n'était pas seulement dans la logistique, il était la logistique. Il était de la main invisible qui faisait bouger l'économie mondiale. Julien s'est effondré sur sa chaise, la vérité le frappant comme un coup physique. Ce n'était pas un rival, ce n'était pas un gouvernement étranger. C'était le père de Marie, l'homme calme et discret qu'il avait rejeté comme une relique insignifiante. Il n'avait pas seulement chassé une femme artiste sans un sou. Il avait déclaré la guerre à un roi caché, un roi qui venait d'effacer son royaume de la carte avec une poignée d'appels téléphoniques discrets. Il a pensé à ses derniers mots pour elle. « Tu aurais dû connaître ta place. » L'ironie était écrasante. C'est lui qui n'avait jamais compris. Il avait été un enfant bruyant jouant avec des blocs à l'ombre d'une montagne et il venait d'essayer d'insulter la montagne elle-même. 6 mois plus tard, l'hiver parisien avait cédé la place à un doux printemps. Dans le solarium ensoleillé du domaine du Bois en Normandie, j'étais assise dans un fauteuil confortable, esquissant sur un carnet de fusain. Mon ventre de femme enceinte était maintenant proéminent, un beau témoignage rond de la nouvelle vie qui grandissait en moi. Je n'étais plus la femme frêle et hantée qui avait tremblé sous la pluie. Mon visage avait un calme radieux, mes yeux une sagesse retrouvée. La douleur était toujours là, une cicatrice sur mon cœur, mais elle ne me définissait plus. Le nom de Julien Lemaire était maintenant un fantôme, un récit d'avertissement chuchoté à la bourse. Son entreprise avait été dépecée et vendue par morceaux pour payer ses créanciers. Il avait perdu le penthouse, les voitures, tout. La dernière chose que j'avais entendue, c'est qu'il vivait dans un petit appartement en banlieue, faisant face à une montagne de procès personnels d'investisseurs. Il avait essayé de me contacter une fois, un email décousu et désespéré que l'équipe de sécurité de mon père avait intercepté. C'était une lamentable supplique, non pas pour le pardon, mais pour que je demande à mon père d'arrêter. Il n'avait toujours pas compris. Il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait de conséquences. Pierre Dubois est entré dans le solarium, tenant 2 tasses de tisane. Il avait légèrement vieilli ces derniers mois, mais ses yeux étaient clairs et sereins. Il avait passé ce temps non seulement à démanteler la vie de Julien, mais aussi à m'aider, avec amour et patience, à reconstruire la mienne. « Comment se portent mes 2 artistes préférés aujourd'hui ?» a-t-il demandé, sa voix douce, alors qu'il me tendait une tasse et posait une main délicate sur mon ventre. Le petit pratique sa routine de danse irlandaise, je crois. J'ai ri d'un son authentique et joyeux. Et moi, je vais bien, papa. Vraiment. Nous nous sommes assis dans un silence confortable un instant, regardant les oiseaux à la mangeoire devant la fenêtre. Je ne t'ai jamais vraiment remercié. Et je dis doucement, regardant mon père, pour ce que tu as fait. Pierre a posé sa tasse, son expression sérieuse. Marie, je ne l'ai pas faite pour moi. Je ne l'ai pas faite par vengeance. Je l'ai faite pour toi et pour cet enfant. Cet homme, dans son arrogance, a essayé de vous faire disparaître tous les deux. Il a essayé de nier votre existence et la légitimité de ton enfant. Il croyait que son argent lui donnait le pouvoir d'effacer les gens. J'ai simplement retiré son pouvoir, définitivement. Il n'aura plus jamais les ressources pour te faire du mal, à toi ou à quiconque d'autre.
Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la protection. J'ai hoché la tête, une larme coulant sur ma joue. Cette fois, ce n'était pas une larme de tristesse, mais de gratitude. J'ai enfin compris la nature du pouvoir de mon père. Il n'était pas bruyant ou ostentatoire. Il était silencieux, immense, et utilisé uniquement pour protéger ce qu'il aimait. C'était la différence entre un feu d'artifice qui explose pour un moment de gloire et le soleil qui apporte chaleur et vie jour après jour. Quelques semaines plus tard, j'ai donné naissance à un petit garçon en pleine santé. Je l'ai appelé Arthur. Tandis que je tenais mon fils pour la première fois, regardant son petit visage parfait, j'ai ressenti une profonde paix. La tempête était passée. J'avais été brisée, mais pas détruite. J'étais ressortie plus forte, avec une compréhension plus claire du monde et de ma place. Ma cage dorée avait disparu, et à sa place se trouvait un vrai foyer, rempli non pas de l'éclat froid de la richesse, mais de la chaleur inconditionnelle de l'amour d'une famille. J'avais trouvé mon nouveau départ, non pas dans un penthouse surplombant la ville, mais dans l'amour discret et puissant pour la nouvelle vie que je tenais dans mes bras. 2 ans ont passé. Dans le calme fertile de la campagne normande, la vie a fleuri. Le petit Arthur, que j'appelais affectueusement Archie, est passé d'un nourrisson minuscule et sans défense à un petit garçon curieux, marchant à 4 pattes, avec mes 12 yeux et un rire qui rappelait le rire grave de son grand-père. Le traumatisme de mon passé n'avait pas disparu, mais il s'était estompé, se transformant d'une plaie béante en une fine cicatrice argentée, un rappel d'une bataille livrée et gagnée. Je n'étais plus seulement une survivante, j'étais une créatrice. J'avais canalisé mes expériences, ma douleur et ma redécouverte de moi-même dans mon art. Avec le soutien discret de mon père, j'ai ouvert une petite galerie indépendante dans la ville voisine de Honfleur, un espace dédié à la présentation du travail d'artistes émergents et sous-représentés. Ce fut un succès, non pas parce que cela rapportait beaucoup d'argent, mais parce que cela construisait une communauté. J'avais trouvé ma vocation, non pas comme accessoire d'un homme puissant, mais comme facilitatrice de beauté et championne d'autres voies discrètes. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais entièrement et complètement moi-même. Mon monde était paisible, ordonné et rempli d'un amour aussi fiable que le lever du soleil. Le glamour chaotique et fragile de ma vie avec Julien me semblait une histoire que j'avais lue sur quelqu'un d'autre. Un mardi d'octobre vif, les affaires m'ont rappelé à Paris. L'un des jeunes sculpteurs les plus prometteurs de ma galerie faisait installer une pièce dans un hall d'entreprise à La Défense et j'avais promis d'être là pour superviser. J'ai laissé Archie aux soins adorateurs de son grand-père et j'ai pris le train du matin, ressentant un sentiment de compétence et de calme qui aurait été inimaginable 2 ans auparavant. La ville ne me semblait plus un labyrinthe de souvenirs douloureux. C'était juste un lieu d'affaires, une grille de rues et d'avenues que je pouvais parcourir avec une efficacité sereine. Après l'installation réussie, j'ai décidé de marcher quelques pâtés de maison pour prendre un café avant de retourner à la gare de Lyon. L'air d'automne était vivifiant et le rythme de la ville était une pulsation familière. J'attendais un passage piéton de l'avenue Montaigne, consultant un email sur mon téléphone, quand une voix de mon passé a transpercé le bruit de la circulation. Marie. La voix était plus faible, dépouillée de son arrogance et de son autorité caractéristique. Elle était hésitante, presque avide. J'ai levé les yeux et mon cœur a fait un seul battement fort. C'était Julien Lemaire. L'homme qui se tenait devant moi était un fantôme, une pâle imitation du titan que j'avais connu. Le costume Tom Ford sur mesure avait disparu, remplacé par un costume de grand magasin mal ajusté qui semblait flotter sur son corps. Ses cheveux autrefois parfaits s'éclaircissaient, sa mâchoire nette s'était adoucie en quelque chose de lâche et fatigué, et ses yeux, autrefois flamboyants d'une ambition prédatrice, étaient ternes et injectés de sang. Il semblait vaincu, non seulement financièrement, mais spirituellement. L'énergie vitale et cruelle qui l'avait autrefois animé avait disparu,
ne laissant qu'une coquille vide. Julien, ai-je dit, ma voix calme. J'ai été surprise de ne ressentir aucune peur, aucune vague de colère, seulement une profonde et triste pitié. C'est vraiment toi, a-t-il soufflé, avec un regard étrange et désespéré sur son visage. Je n'y crois pas. Tu es magnifique. Je vais bien, Julien, ai-je répondu poliment, le signal du passage piéton clignotant de l'autre côté de la rue. Je n'avais aucun désir de prolonger la rencontre. Attends, s'il te plaît, a-t-il dit, faisant un demi-pas vers moi, sa main légèrement levée, comme pour me toucher le bras avant de se raviser. Juste une minute, s'il te plaît. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je dois savoir, le bébé. C'était un garçon ou une fille? J'ai regardé cet homme qui avait essayé de nier l'existence de son propre enfant et qui maintenant s'enquérait de lui comme s'il demandait des nouvelles d'un portefeuille boursier oublié. J'ai un fils, ai-je dit, mon ton froid et définitif. Il est heureux et en pleine santé. Une lueur de quelque chose, regret, douleur, apitoiement, et traversé le visage de Julien. Un fils, a-t-il répété doucement. Il me ressemble? Il se ressemble à lui-même, ai-je dit, refusant de lui accorder même ce petit lien. Maintenant, si tu m'excuses, j'ai un train à prendre. Je me suis retourné pour descendre du trottoir, mais ces mots suivants m'ont arrêté. Je suis désolé, Marie, a-t-il laissé échapper, les mots sonnant rouillés et inutilisés. Tout ce que j'ai fait, c'était une erreur. J'étais un idiot. J'étais arrogant. J'ai tout perdu. Je t'ai perdu. J'y pense tous les jours. Je vois maintenant. Tu étais la seule chose réelle dans ma vie. Ces excuses, qui auraient autrefois été tout ce que je désirais entendre, ressemblaient maintenant à une poignée de poussière. C'était trop peu, beaucoup trop tard, et c'était teinté de l'odeur de son apitoiement. Il n'était pas désolé pour ce qu'il m'avait fait. Il était désolé pour ce qui lui était arrivé. Excuse non acceptée, Julien, ai-je dit, me retournant pour lui faire face. Ma voix n'était pas dure, mais elle avait la force inébranlable de l'acier forgé. Des excuses, c'est pour avoir renversé un verre, pas pour avoir tenté de détruire une personne, pas pour avoir abandonné ta femme enceinte et renié ton enfant à naître. Tu n'as pas seulement fait une erreur, tu as révélé exactement qui tu es, et j'en suis reconnaissante, car cela me libère. Il m'a regardé sans voix. Il s'attendait à des larmes ou à de la colère, peut-être une lueur de mon ancienne affection. Il n'était pas préparé à cette force calme et inébranlable. J'ai un fils à retrouver à la maison, et je dis, ma voix s'adoucissant légèrement. Non pas pour lui, mais pour la pensée d'Archie. Il a une vie merveilleuse, une vie paisible, entouré de gens qui l'aiment inconditionnellement. Il a tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin d'un père qui l'aurait vu comme un fardeau dans un plan sur 5 ans. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je sentais ses yeux sur moi, un fantôme sur le trottoir, regardant sa dernière chance de rédemption s'éloigner. J'ai traversé la rue, j'ai fusionné avec la foule anonyme, et je n'ai plus jamais revu Julien Lemaire. L'écho de notre passé s'était enfin estompé, et tout ce qui restait était le son de mes propres pas réguliers, marchant vers l'avenir. Et aujourd'hui, je ne sais pas, vraiment. Parfois, je me dis que c'était la pire chose qui me soit arrivée. Parfois, je me dis que c'était la meilleure, car ça m'a ouvert les yeux. C'est sûrement un peu des deux. La vie, c'est comme ça, non? Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. La force ne se mesure pas au prix affiché en bourse ou aux récompenses tape à l'œil. Elle est dans l'amour discret et inébranlable d'un père, dans la résilience d'une mère protégeant son enfant. Julien a confondu la richesse avec le pouvoir et l'arrogance avec la force. Il a appris à la dure qu'on ne sait jamais sous la protection de qui se trouve une personne. Moi, je suis parti sans rien, mais j'ai trouvé que j'avais en fait tout ce qui comptait vraiment. Mais est-ce une fin? Peut-être pas. C'est juste mon chemin.
Et c'est déjà beaucoup.